Salam alaikum Azoul. Bonsoir. 14 mai 1948, 14 mai 2018, 70 ans depuis la Nakba. 70 ans. Ça veut dire que le bébé palestinien né ce jour-là est aujourd'hui un vieil homme de 70 ans. On dit que les Palestiniens à qui la stratégie sioniste n'a pas laissé d'autre choix que de prendre les chemins amers de l'exil ou de mourir sur place, ont tous pris les clés de leur maison avec eux et que leurs descendants les gardent jusqu'à aujourd'hui dans l'espoir fou, obstiné, acharné d'un retour devrait-il s'effectuer dans plusieurs générations. Quoi dire sur la Nakba? Elle est tout simplement indicible parce qu'il n'y a pas de mots qui puissent l'exprimer, ni d'image assez forte qui puisse rendre l'immense tragédie qu'elle fut et qu'elle continue d'être. La Nakba, c'est juste une opération d'envergure à l'échelle d'un peuple qui a consisté à vider un pays tout entier de ses habitants pour le faire coloniser par d'autres. Et c'est aussi réduire ceux qui ont osé ne pas fuir à l'état de prisonniers sur leur propre terre, d'ouvriers agricoles infrahumains sur leur propre terre. Des infrahumains corvéables à merci, assassinables à merci aussi, en plus d'être catalogués terroristes. La Nakba avait réellement commencé à la fin de l'année 1947, jusqu'au début 1949. La date du 14 mai 1948, dont nous dont nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire, a été ressentie par le peuple palestinien comme celle de la Nakba, parce que c'est ce jour-là que David Ben Gourion proclame la naissance d'Israël. Et pour que le slogan sioniste « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » soit admis comme vrai, les milices sionistes ont entrepris de vider la Palestine de ses habitants originels. Un véritable nettoyage ethnique d'un territoire occupé par la force et la ruse, avec la complicité d'un Occident qui cherchait à se faire pardonner les crimes commis contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, une repentance à moindre frais aux dépens d'un peuple désarmé et trahi par les siens. Oui, les choses se sont ainsi déroulées. Vider par la force et la mort un pays de son peuple pour le faire coloniser par des gens qui n'y ont jamais vécu, qui ont été ramenés d'ailleurs souvent de très loin par bateaux entiers. Contrairement aux allégations des faiseurs d'opinion, la Nakba n'est pas la conséquence de la guerre entre sionistes et les armées arabes, puisque celle-ci n'était intervenue que pour empêcher la Nakba, justement, une intervention qui, au demeurant, ne servit à rien, si ce n'est à intensifier la Nakba et à lui donner un gros prétexte. Le 9 août 1948, la population du village de Deir Yassin, plus de 100 personnes, certains affirment beaucoup plus, ont été froidement exécutés. L'un des chefs de l'Irgun, la milice qui avait perpétré le carnage, dira des Palestiniens, je le cite, « Ils couraient comme des rats ». Ce massacre allait être le signal pour une vaste stratégie terroriste. Je pèse mes mots. Entreprise par des milices sionistes qui agissaient en toute impunité. Des centaines de milliers de Palestiniens allaient être violemment disséminés hors de la Palestine, vers tous les pays voisins. Des 900 000 Palestiniens avant la Nakba, les 3/4 allaient être chassés de chez eux, plus de 750 000, dont les descendants aujourd'hui dépassent les 10 millions, c'est dire. Le comte Bernadotte,
un diplomate suédois qui avait alerté à cette époque-là l'ONU sur cette vaste opération de nettoyage ethnique et qui avait appelé l'ONU à donner à Jérusalem un statut international avant qu'il ne soit trop tard, a tout aussitôt été assassiné par une milice sioniste, le Stern. Aujourd'hui, l'état des lieux est parlant. Regardez cette photo. Regardez-la bien, cette image. Et ajoutez à ce constat le refus d'Israël de tout retour des réfugiés chez eux. Et ajoutez à ce constat la volonté d'Israël, avec l'appui des Américains, de faire de Jérusalem, Al-Quds, la capitale éternelle de l'État d'Israël. Nakba, c'est le titre de notre émission aujourd'hui sur cette couverture spéciale. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Nordin Aoussat, conférencier. Merci Nordin Aoussat d'être des nôtres. Merci pour cette invitation, M. Jamaldi. Et le professeur Christophe Oberlin, chirurgien. Merci Christophe Oberlin. Merci Jamaldine. Merci. Alors, la Nakba, aujourd'hui, 70 ans déjà passés, 70 ans. Et rien n'a changé, si ce n'est empire, finalement, Christophe Oberlin. Écoutez, je crois qu'Empire aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui est un jour très sombre. Mais je voudrais juste dire un mot sur ces images qui pourraient nous désespérer si on ne savait pas ce qu'il y a derrière. Voilà la carte du pouvoir. C'est la carte du pouvoir des armes que cette aujourd'hui. carte soit mise en plein pot pendant que vous parlez. Allez-y. C'est la carte du pouvoir de ceux qui se sont installés, les armes à la main, et qui continuent à commettre des crimes de guerre. La réalité, si vous regardez la carte de droite, eh bien que cette carte, elle est verte. Elle est verte car aujourd'hui, à l'ouest du Jourdain, sur le territoire qui est marqué ici, qui est celui de la Palestine historique, de l'État palestinien de 1922, eh bien, les Palestiniens sont majoritaires. Alors, il ne s'agit bien entendu pas de vider la Palestine de ses populations juives ou celles qui sont d'ailleurs ni juives ni musulmanes, mais aujourd'hui, sur ces territoires, les Palestiniens sont majoritaires. Et donc, un jour, peut-être après encore des dizaines d'années d'une violence atroce, eh bien, il y aura un État avec des personnes qui vivront ensemble, avec l'égalité des droits. Et c'est d'ailleurs ce que réclament bon nombre de mes amis palestiniens, y compris ceux surtout qui dirigent la bande de Gaza et qui sont martyrisés aujourd'hui. À l'époque avant la Nakba, quand la Palestine était majoritairement palestinienne, occupée par une population palestinienne, il y avait des Juifs aussi. Alors, il y avait des Juifs autochtones, effectivement. Qui étaient nés là-bas, qui n'ont pas été ramenés d'ailleurs. Et qui d'ailleurs, comme aujourd'hui d'ailleurs les chrétiens en Palestine, eh bien, vivaient parfaitement bien parce que c'était des Arabes et ils avaient des racines communes et il n'y avait strictement aucun problème de cohabitation. Et je me souviens d'ailleurs d'une de mes amies qui est décédée, qui était très âgée et qui, se rendant en Palestine et rencontrant un rabbin, était extrêmement, dans les années 30, vous voyez, a été très mal reçue. Et elle se disait, comment se fait-il qu'il me parle aussi mal? C'était un rabbin juif autochtone. Et après quelques éléments de discussion, elle s'est aperçue que ce rabbin pensait qu'elle était juive et qu'elle venait pour coloniser la Palestine. Et donc, elle était très mal reçue à ce titre. Ils cohabitaient bien avec les musulmans et les chrétiens palestiniens? Parfaitement bien, parfaitement bien. De la même façon que les chrétiens, je dirais même pas cohabitent, ce sont des Palestiniens, ce sont des Arabes. Et vous avez justement publié récemment un livre, et puis nous allons parler un peu de votre parcours. Vous avez publié un livre sur les chrétiens de Gaza. Moi, j'ai été très étonné. D'ailleurs, nous devions faire une émission ensemble sur ce livre. J'ai été très étonné. Je savais qu'il y avait des chrétiens à Jérusalem et dans d'autres villes. Je ne savais pas qu'il y en avait à Gaza. On n'en parle pas parce que ça se passe bien, si j'ose dire. Ça se passe très, très mal pour tous les Palestiniens de Gaza aujourd'hui. Gaza, alors que nous le montre comme un territoire de violence et de terreur, voire de terroristes, entre guillemets, Gaza, on pourrait en tirer beaucoup de leçons en termes, non pas de cohabitation, mais d'harmonie, tout simplement, intersociétale, intrasociétale. À l'arrivée de l'islam au 8e siècle, il y avait une majorité de chrétiens, et les chrétiens sont restés majoritaires jusqu'aux croisades, c'est-à-dire qu'il y a eu 500 ans
d'harmonie, de co-direction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et aujourd'hui, même si les chrétiens, après le choc des croisades, puis le choc du sionisme, qui est une deuxième raison, eh bien aujourd'hui, par exemple, il y a des écoles chrétiennes qui accueillent des milliers d'élèves qui sont à 98% musulmans, des enseignants qui sont à majorité musulmane, mais ce sont des écoles chrétiennes. Et même les dirigeants, je connais personnellement, des dirigeants politiques qualifiés d'islamistes, eh bien, qui ont mis leurs enfants à l'école chrétienne. Vous voyez, autrement dit, on a des leçons à apprendre au Gaza et non pas des leçons à leur donner. Et il y a une bonne cohabitation entre les Palestiniens musulmans et les Palestiniens chrétiens de Gaza. Mais c'est plus qu'une bonne cohabitation. Cohabitation, ça veut dire qu'on... Deux communautés distinctes. Mais là, par exemple, l'Église orthodoxe, parce que la majorité sont des orthodoxes, l'Église orthodoxe, très intelligemment, au lieu de faire l'office le dimanche, ils la font le vendredi. Et quand vous sortez de la messe orthodoxe à 11h du matin, qu'est-ce que vous entendez? L'appel à la prière des musulmans. Et la mosquée, d'ailleurs, est à moins de 100 mètres. La principale mosquée de Gaza, et cette principale mosquée de Gaza, entre parenthèses, elle a été reconstruite par les croisés, c'est-à-dire que c'est une église. Vous entrez dedans, vous avez l'impression d'entrer dans une église française du XIIe siècle ou du XIIIe siècle. Eh bien, c'est là le principal lieu de prière, le plus connu des musulmans de Gaza. Donc, on ne nous raconte pas d'histoire. Nordin Awsat, vous y avez été il n'y a pas très longtemps, vous avez été à Jérusalem, je crois. Tout à fait. Oui, alors tout à fait. Je suis revenu le 23 avril, donc à peine, disons, 3 semaines, et je peux témoigner que j'ai vu la même chose. D'ailleurs, j'ai pris des films de l'église, la troisième ou la deuxième église principale de la chrétienté, l'église de Saint-Sépulcre, qui est à 10 pas, je dis bien sans exagérer, à 10 pas de la mosquée de Omar. La mosquée de Omar, sur laquelle est apposée une pancarte en marbre d'aujourd'hui sur ce qu'on appelle le contrat ou bien la parole omarienne que Omar, le calife, avait donnée aux chrétiens et qui est tout un symbole de cette cohabitation. J'aimerais que vous nous racontiez cette anecdote de Omar qui a refusé de prier dans le Saint-Sépulcre. Allez, expliquez-nous. Absolument. Donc, c'est une histoire avérée, connue, racontée aussi bien et de la même manière par les musulmans, les sources musulmanes, que les sources chrétiennes. D'ailleurs, il y a une vidéo... Des chroniqueurs d'époque, d'ailleurs. D'époque, qui racontent que, bien entendu, à la conquête de Jérusalem et l'arrivée des musulmans à Jérusalem, qui étaient aussi bien chrétiens que juifs étaient sous la dominance romaine et qui trouvaient par l'arrivée des musulmans pour eux une libération. Et donc il dit qu'on a remis les clés de Jérusalem au calife Omar, et donc bien entendu il les a prises. Mais arrivé l'heure de la prière, au lieu de prier dans l'église du Saint-Sépulcre, il est parti dans un autre endroit qui est situé à quelques pas, comme je viens de le dire, et il a prié à cet endroit. Et quand on lui a posé la question, on lui a dit « Pourquoi vous n'avez pas prié au Saint-Sépulcre ?» Il a répondu que c'était en visionnaire et en homme sage et surtout respectueux du culte des chrétiens. Il a dit pour que demain, les musulmans ne vont pas dire que ce lieu-là, dans ce lieu-là, Omar, le calife, a prié, donc c'est une mosquée. Il a donc prié dans un endroit à côté et une mosquée a été construite. Pour préserver la sacralité d'un lieu chrétien et exclusivement chrétien. Je vais vous raconter encore une anecdote, donc vous allez voir. Les clés de l'église de Saint-Sépulcre, elles sont tenues par un musulman qui est gardien là-bas. Jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui. Et le contraire, juste à l'entrée du portail, je l'ai visité, je l'ai filmé, il n'y a pas 2 semaines, de cela 3 semaines. À l'entrée de la mosquée Omar, il y a une petite boutique, d'ailleurs il y a plein de boutiques, c'est une ruelle commerçante. Celui qui tient la boutique, c'est un chrétien et c'est lui qui a la clé. De la clé de la mosquée Omar, du portail, quand il y a des visiteurs en dehors des heures de prière, parce qu'elle est ouverte aux heures de prière. Quelle belle histoire. Exactement. On va la demander aux chrétiens, on lui dit on veut visiter la mosquée, est-ce qu'on peut avoir les clés? Il vous donne les clés. Et avec les juifs qui ne sont pas sionistes, est-ce qu'il y a une bonne cohabitation? Absolument.
absolument. Alors, la porte qu'on est en train de montrer, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la porte de Damas. En arabe, on l'appelle Bab al-Amoud. Cette porte-là, en la prenant comme ça, de façon droite, on va traverser 2-3 quartiers chrétiens, les arméniens, les orthodoxes, et on arrive au quartier juif. Et quand vous-même, vous allez vous balader, vous croisez, et on croise des groupes de religieux orthodoxes, et ce soit de là-bas, ou qu'on voit à leur accoutrement, ou bien au teint de leur visage qui viennent de l'extérieur. On voit des chrétiens de toutes les couleurs, de tous les accoutrements, mais vraiment, on dit que Jérusalem, c'est là que se joue l'avenir du monde. Je dirais que oui. Si on ne réussit pas à imposer, je dis bien imposer la paix à Israël, à Jérusalem, je pense qu'on ne pourra l'imposer ni réussir à l'avoir nulle part ailleurs dans le monde. Christophe Oberlin, avant d'en arriver à la Nekba et à cette histoire de Jérusalem, vous qui allez en Palestine, à Gaza tout particulièrement, depuis 17 ans maintenant, vous allez régulièrement là-bas pour intervenir à l'hôpital de Gaza pour sauver des vies, de gens généralement atteints par des balles ou par des obus. Vous allez nous expliquer. D'abord, parlez-nous un peu de ce que vous faites quand vous partez. À quelle fréquence? Une fois par mois, une fois tous les 2 mois? Comment vous faites? Bon, écoutez, je voudrais éviter de parler de moi, plutôt d'utiliser les témoignages que je peux faire. Disons que je vais 4 fois par an pour une dizaine de jours, depuis maintenant 17 ans, effectivement. Donc j'ai opéré plus de 1000 personnes avec mes équipes. La moitié au moins sont des blessés. Et j'y étais encore il y a 4 semaines, au moment des premiers vendredis. Plus de 1000 personnes. Bah oui, vous savez, une vingtaine à chaque fois, donc ça fait du monde. Donc disons, à ce titre, si vous voulez, je pense que je peux parler de ce que disent les gens, de ce qu'ils ont dans la tête. J'ai discuté avec des milliers et des milliers de personnes. Ça m'a été l'occasion d'écrire une demi-douzaine de bouquins de témoignages. Et donc aujourd'hui, figurez-vous que comme vous tous, mais peut-être encore plus, parce que j'ai des amis, j'ai le neveu d'un de mes amis qui a été tué cet après-midi, vous voyez. J'ai le neveu d'un autre ami qui a été tué à la dernière guerre. J'ai un de mes élèves chirurgiens de Gaza qui a été tué d'une balle dans le dos, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des choses... C'est presque de la routine. Non, pas du tout. Ça se passe normalement tous les jours. Non, c'est peut-être de la routine du côté de l'adversaire, oui. Mais quand vous avez vécu avec des gens que vous connaissez personnellement, ça vous donne particulièrement le droit d'en parler, au moins d'en parler. Et cette parole, on le voit en France, cette parole est masquée, elle est interdite. On sent bien à travers nos médias pour les dire, et on ne pourra pas se passer un jour de ne pas ouvrir le dossier du lobby sioniste en France. Ce lobby est extrêmement puissant. Les journalistes, qui sont tous sur un siège éjectable, par définition, c'est une profession libérale, eh bien, n'osent pas aborder. Ils n'osent pas mettre en débat des personnes d'avis différents. Moi, je réclame à être en débat avec M. Elias Sambar, par exemple, qui se la coule douce à l'UNESCO, qui est le bon Palestinien puisqu'il nous ressemble. Il parle aussi bien que nous, il a un costume, il a une cravate, et puis il est pour la paix, mais c'est formidable. Avant, on a eu pendant 20 ans Mme Leila Chaïd, qui était formidable, elle avait l'air d'une lionne, vous voyez. Ah, c'était une combattante. Non, c'était une bourgeoise qui avait accepté que 80% du territoire palestinien soit abandonné. Je ne dis pas qu'elle avait accepté de bon cœur, mais en tout cas, ces personnes-là ne représentent pas les Palestiniens. Les Palestiniens sont des personnes que l'on n'interroge pas. Et la meilleure des interrogations, ce sont des élections. Et ça fait maintenant presque 10 ans qu'il n'y a pas eu d'élection en Palestine. Avant d'y revenir, parce que c'est un sujet très important, est-ce que la justification du lobby sioniste sur les médias, ici en France et un peu partout en Occident d'ailleurs, est-ce qu'elle suffit à expliquer cette quasi-indifférence de l'opinion publique occidentale à l'endroit d'un peuple broyé, meurtri, dispersé, qu'on tue tous les jours et qu'en plus on accuse de terrorisme parce que de temps en temps, il ose vouloir se défendre avec des pierres ou des petits pétards contre l'une des armées les plus puissantes du monde.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de l'indifférence. Je crois que la manière de manifester sa différence, ou en tout cas son désaccord, les temps changent, vous voyez. C'est vrai qu'une manifestation aujourd'hui dans la rue pour un soutien aux Palestiniens, et je profite de l'occasion pour dire qu'il y aura, à l'occasion des événements dramatiques qui se sont déroulés aujourd'hui, et peut-être malheureusement encore demain, une manifestation à Paris à l'esplanade des droits de l'homme, car les Palestiniens sont des hommes et des femmes nous rappeler et des la date, enfants. la date? Donc c'est à 18h30, c'est mercredi sur l'esplanade des droits de l'homme, c'est-à-dire à la place du Mercredi, c'est-à-dire Trocadéro. après-demain. Après-demain, oui, À après-demain à 18h. 18h30. À l'esplanade Du Trocadéro. du Trocadéro. Voilà. Autrement dit, ce n'est pas maintenant à la taille d'une manifestation que l'on mesure l'opinion publique. C'est à travers les réseaux sociaux, c'est à travers différents moyens d'expression. Et cette opinion publique, elle n'est pas interrogée. La question palestinienne n'est pas abordée. On parle de ce qui se passe en Irak, on parle de ce qui se passe en Syrie, on parle de toutes ces personnes qui sont bombardées, mais on oublie de dire que ces bombes ne sont pas arabes. Il n'y a pas une seule bombe arabe, que ce sont des bombes américaines, françaises, israéliennes, russes pour quelques-unes. Et voilà, et on renvoie le combat, comme je l'ai entendu encore récemment, la bataille. Ah oui, mais c'est les sunnites qui ne s'entendent pas avec les chiites, et puis il y a en plus les djihadistes, etc., etc. Donc il n'y a pas de véritable discussion contradictoire. Toutes ces factions-là, toutes ces chapelles-là, on renvoie aux ces Arabes minarets-là, nos utilisent propres des armes turpitudes. qu'on leur vend depuis l'Occident, Voilà. bien sûr. Donc cette absence de débat sur nos grands médias, sur cette question de débat contradictoire, je dis bien, il est strictement impossible aujourd'hui d'avoir en face de soi, par exemple, l'ambassadeur de la Palestine en France, comme il est impossible d'avoir l'ambassadeur d'Israël. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes méthodes, on vient sur les plateaux, si c'est indirect, on voit qui est là et avec qui on va pouvoir s'entendre. Donc je dois dire qu'en dehors de l'indignation qui est celle de celui qui connaît personnellement des centaines, des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza, il y a l'indignation du Français né en France qui se rend compte que nous sommes à la préhistoire du droit à l'expression dans notre pays. Nous sommes à la préhistoire. Je reviens à vous dans un moment pour parler des conditions actuelles des assiégés de Gaza notamment, et aussi de l'organisation des secours que vous et d'autres essayez d'organiser un tant soit peu. Nourdine Aoussat, quand vous avez été à Jérusalem, vous avez été seulement à Jérusalem? Non, pas seulement à Jérusalem, on a été aussi à Haïfa. Oui. Haïfa. Donc on a vu le mur. Hein. Donc entendre parler, le voir à la télévision et l'avoir en face de soi, c'est deux choses différentes. Le mur, le fameux mur. Le fameux mur, oui. C'est deux choses différentes. Et comment vous avez perçu les populations les unes et les autres? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a une ambiance de paix, tranquille? Ça dépend des endroits. On a les deux facettes. Vous savez, donc moi qui suis d'origine algérienne, donc j'ai dans ma mémoire la Casbah, j'ai le film La bataille d'Alger, hein, les patrouilles quand elles sont sur les rues. J'ai vu la même chose. J'ai vu la même chose dans la vieille ville. Guerre. Voilà, la vieille ville, on l'oublie. Parfois, on l'oublie que c'est un pays en guerre. Ce n'est pas un pays en guerre, c'est un pays occupé. Ouais. C'est pas pareil, ce sont deux choses différentes. C'est un pays colonisé, ce sont deux choses différentes. Donc, on s'oublie parfois, parce que tout est calme, il n'y a pas de bruit de bottes, il n'y a pas de bruit de bombes. Et on marche comme ça dans une petite ruelle, et vous voyez deux soldats israéliens, voilà, qui patrouillent ou bien qui tiennent un jeune. Je l'ai vu celle-là, moi-même, fouillant un petit jeune, lui enlevant des choses des poches, ou bien passant devant les jeunes, et les jeunes qui sont intimidés par cette présence. Ensuite, on va quelques mètres plus tard, on revoit encore deux autres soldats qui viennent. Donc, il y a cette image-là. On le sent. C'est-à-dire, on arrive à la mosquée, on passe d'abord par les soldats ou la police, souvent plutôt la police israélienne, avant de rentrer de l'autre côté de la porte. Il y a les gardiens palestiniens
Et on l'a vu et on le voit en séjour avec les incursions et les profanations de cette esplanade. J'ai posé la question à un gardien sur la porte qu'on appelle Bab el-Maghariba, hein, parce qu'il y a plusieurs portes qui donnent sur l'esplanade des mosquées, qui est un endroit immense, grand, et ce qui montre aussi l'histoire. Donc il me dit, cette porte-là, elle est ouverte du dimanche à jeudi, de 11h à 15h, pour les touristes. Mais souvent, il y a des petites incursions, des fanatiques. Et ils les laissent entrer? La police israélienne, elle laisse entrer ces fanatiques juifs? Oui, ils laissent, soi-disant, après, ils leur courent derrière pour les contenir et les refouler à la porte de sortie. Et les Arabes israéliens, c'est-à-dire les anciens Palestiniens qui ont pris la nationalité israélienne, ils sont considérés comme les autres ou c'est un deuxième collège? Écoutez, ils sont là-bas. Si vous voulez, je peux vous dire, c'est plus qu'un deuxième collège. Deux choses que j'ai vues là-bas qui m'ont choqué. Donc le mur dont je vous ai parlé tout à l'heure, un quartier à Jérusalem, à côté, que ce mois de mai, parce que moi je suis revenu le 23 avril, on a sommé je crois une dizaine ou une quinzaine d'occupants à quitter leur maison avant le mois de mai. Et s'ils ne quittaient pas leur maison avant le mois de mai, ils ne l'avaient pas quitté au mois d'avril, ils viendraient donc démolir ces maisons et en leur faisant payer les frais de démolition. Pour en faire quoi de cette place? Pour faire un jardin public. Voilà. Donc des maisons habitées par des gens, peut-être qu'ils ont eu depuis des siècles et des siècles qui sont là-bas. On vient, on leur dit quittez vos maisons, et si vous ne les quittez pas, on va les démolir de toutes les manières au mois de mai, et les frais de démolition, ça sera à votre charge. Et ces histoires de paysans, de fermiers, de palestiniens, d'agriculteurs qui ont des oliviers et qu'on déloge, dont on occupe les maisons, normalement sans autre forme de procès et qu'on chasse. Apparemment, ça se passe comme cela, sans autre forme de... On nous dit qu'ils leur coupent les oliviers, qu'ils les brûlent. Les déracinent, quand ce n'est pas dans des endroits, ils peuvent accéder avec des bulldozers, les déraciner. Ils les coupent par moment. Et même les pasteurs, on a vu la vidéo, elle a tourné sur les réseaux sociaux, où un colon vient avec un chien de la race, là, un Doberman, et qu'il envoie sur le troupeau. Et on voit plusieurs moutons blessés par ce chien-là. Les pousser à partir, et après à créer des colonies de peuplement à chaque fois. On le voit de toutes les manières, si Jamal el-Din, autour de Jérusalem et dans toutes les villes. Les maisons des colons, elles sont sur le sommet des collines, elles sont belles, neuves, et les maisons, quand ce n'est pas des taudis, des Palestiniens, on les reconnaît, sur leur toit, ils ont tous des espèces de grands fûts pour garder de l'eau parce qu'ils n'ont pas d'eau courante, des citernes, sur toutes les toitures parce qu'ils n'ont pas d'eau courante. Donc ils font des réserves. Ils sont quasiment des bidonvilles, quoi. C'est des quartiers très désaffectés. Pratiquement, on voit cette désaffection. Et même à l'intérieur de Jérusalem, quand on passe d'un quartier juif à un quartier arabe, on voit bien la grande différence entre le quartier propre, pas la propreté humaine, mais surtout des constructions. Et j'ai vu une autre mosquée, parce que là-bas, il y a plein de mosquées qui s'appellent mosquée Omar. Une autre mosquée Omar, disons, à l'instar de la mosquée Omar à côté de l'église Saint-Sépulcre, mais qui est fermée. Ils ne l'ont pas démolie, mais personne ne prie dedans. Elle est encerclée par un grillage et elle est gardée là, juste à côté, à 200, 300 mètres du mur des Lamentations. On descend plus bas, ce qu'on appelle le mur de El-Bouraq. Christophe Oberlin, vous qui allez souvent à Gaza et qui voyez les conditions de vie des gens, comment vivent-ils? Comment se soignent-ils? Comment arrivent-ils à se procurer ces petits biens de première consommation, les médicaments? Comment se marient-ils? Comment font-ils leurs enfants? Est-ce qu'ils ont des loisirs? Ça fait beaucoup de questions à la fois là. Mais les questions tristes, c'est les premières. C'est-à-dire comment vivent-ils? Imaginez 2 millions d'habitants, c'est les 2 tiers de Paris, sans un frigo, par exemple.
Vous voyez, quand vous avez 2 heures ou 3 heures d'électricité par jour, là, l'été va venir, j'y suis allé l'été dernier, il n'y avait pas un réfrigérateur qui fonctionnait dans la bande de Gaza. Imaginez 2 millions, la ville de Paris, avec quelques dizaines de personnes qu'on laisse entrer ou sortir, les jours où Rafah est ouvert. Vous voyez, quand j'étais au mois d'avril, il y avait plus de 30 000 personnes qui étaient inscrites pour sortir de la bande de Gaza. Il faut demander l'autorisation et attendre l'accord. Et oui, et l'accord, laissez passer. Eh ben, il vient de l'Égypte, c'est-à-dire que ce qui a aggravé considérablement, je dirais physiquement, le mode de vie des Palestiniens de Gaza, c'est le coup d'État en Égypte. C'est une véritable catastrophe. Auparavant, il y avait un commerce qui se passait par les tunnels, mais que ce n'était pas de la contrebande, c'était un commerce totalement déclaré. Moi, quand je suis entré à Gaza par l'Égypte, au début, c'était par les tunnels, eh bien, je demandais un visa pour entrer. Et on venait me chercher à l'entrée du tunnel, vous voyez. Donc, il faut arrêter de parler de ces tunnels de contrebande. Eh bien, les taxes sur les produits qui étaient importés avant le coup d'État en Égypte permettaient de payer la totalité des fonctionnaires de la bande de Gaza, les enseignants, les infirmières, les professeurs. Et donc tout ça, avec le coup d'État, c'est terminé. Et là, on arrive vraiment... Vous savez, il y a des effets de résistance, il y a des effets d'adaptation. Et bien maintenant, ça y est, on arrive, tout s'effondre parce que tout a été épuisé. Moi, je connais des professeurs d'université, je connais un doyen d'université qui a 0 francs, 0 centimes en début de mois, qui a chez lui son fils qui a fait bac plus 7 et qui est sans emploi. Alors, vous allez me dire, pourquoi vous citez les riches ou ceux qui sont les plus éduqués ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des gens qui nous ressemblent. Voyez, si on essaye d'émouvoir les Français en parlant des jeunes qui vont lancer des pierres devant la barrière israélienne, eh bien, ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas, entre guillemets. Je mets des guillemets à tout ça, vous voyez. Et ce qu'il faut voir, eh bien, c'est les images qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes les familles, alors qu'elles nous ressemblent, avec les femmes, avec les enfants, avec les poussettes, qui vont manifester pacifiquement avec les pique-niques, avec les falafels, avec tout ce qu'on veut, vous voyez. Là, il nous ressemble. Un de mes amis qui se promenait, j'étais avec lui il y a quelques semaines là-bas, qui se promenait au bord, dans cette population qui déferlait, me disait, on dirait la fête de l'humanité en 10 fois plus grand. Effectivement, c'est bon enfant. Ce sont des gens qui sont capables d'être bon enfant. Et donc, ce ne sont pas les sous-hommes qu'on essaye de nous faire croire. Et pour tous ces blessés, est-ce qu'il y a suffisamment d'hôpitaux, de lits, de services, de matériel, de médicaments ? Là encore, vous voyez, moi je parle essentiellement de Gaza, puisque c'est là que j'ai une connaissance du terrain. Il y a des hôpitaux extraordinaires, on fait de la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie, etc. Mais imaginez, par exemple, aujourd'hui, dans l'hôpital où j'ai l'habitude de travailler, qui est le principal hôpital de la bande de Gaza, en prévision de l'accueil de nombreux blessés, ils ont organisé une tente de triage immense, plus grande que ce bâtiment, vous voyez, pour accueillir les blessés, avec des dizaines et des dizaines de brancards. Eh bien, juste avant de venir tout à l'heure, on m'a dit, il y a eu, vous savez, 400 morts, 50 morts, mais surtout, à l'hôpital Shifa, nous avons hospitalisé 400 personnes. Vous imaginez, quand il y a eu la catastrophe du Bataclan, ici, on avait 15 CHU parisiens, il y avait les 50 hôpitaux de l'assistance publique, plus les cliniques privées, vous voyez. Donc, on a eu du mal déjà à absorber un tel afflux de blessés. Imaginez 400 blessés, et dont un certain nombre en état extrêmement grave, qui doivent aller directement en salle d'opération. Ce sont des choses qui sont absolument impossibles de tenir avec une certaine qualité. Donc c'était une véritable catastrophe que ce bain de sang qui a eu lieu aujourd'hui, alors qu'à ma connaissance, pas un seul Israélien jusqu'aujourd'hui n'a été ni même blessé. Vous parliez tout à l'heure en montrant un éclat de je ne sais quoi, d'une blessure subie par un enfant. Alors ça, c'est quelque chose que j'allais dire, sorti d'un enfant. Bah oui, ça aurait pu être votre enfant, tous ceux qui nous écoutent. 15 ans, il a été tiré, vous voyez, il a été tiré. Voici la balle. La balle, eh bien, elle est entrée. C'est important à partir d'une balle, vous voyez, on peut dire beaucoup de choses. Elle est entrée, elle a traversé le poumon. C'était une balle qui était destinée à tuer, vous voyez. Elle a coupé un nerf, c'est pour ça que je l'ai vu, il avait une paralysie du bras. Elle s'est arrêtée à 2 cm de la moelle, je l'ai attrapée sous la peau, elle était là, vous voyez. Donc si elle est entrée et qu'elle n'est pas ressortie, c'est qu'elle a été tirée de loin.
Donc c'est un enfant qui n'était absolument pas en train d'essayer de couper les barbelés et qu'on ne nous raconte pas d'histoire. De très loin. Voilà, c'est quelqu'un qui a été visé pour tuer et de loin. Et un enfant. Et un enfant en plus. Alors tout ceci constitue à l'évidence des crimes de guerre. Et là, je dois dire que malheureusement, les dossiers en qualité d'être déposés sur la table de la Cour pénale internationale se sont malheureusement dramatiquement accumulés. Et aujourd'hui, nous avons plus de 400 dossiers, indépendamment même de la journée d'aujourd'hui, eh bien 400 dossiers qui sont prêts à être déposés, comme l'a fait savoir d'ailleurs la procureure de la Cour pénale, Mme Fatou Bensouda, dans une intervention dont les journalistes n'ont pas beaucoup parlé. Je ne vous mets pas dans ce groupe, mais en tout cas, ça n'a pas ému l'opinion qu'il s'agit d'émouvoir. Eh bien, c'est la première fois que la procureure de la Cour pénale internationale prend la parole, sans être saisie, au cours d'un conflit, pour dire « attention ». Il est très vraisemblable, c'est une formule diplomatique, il est certain en réalité, que des crimes de guerre sont commis aujourd'hui et j'engage vivement toutes les parties, là en l'occurrence il n'y en a qu'une seule, à se méfier terriblement. Et l'attitude de l'autorité palestinienne dans tout ça? Alors l'attitude de l'autorité palestinienne... D'ailleurs, vous sembliez très remonté contre... C'est pas moi, ce sont les Palestiniens. L'autorité palestinienne, oui. Ça m'a été encore dit d'ailleurs par un ami hier de Gaza, l'autorité palestinienne devrait défendre tous les Palestiniens. Et dans le cas particulier, eh bien, l'autorité palestinienne, l'État palestinien, Mahmoud Abbas, il a signé l'adhésion à la Cour pénale internationale. Et là, il y a une règle, quand vous êtes un État et que vous dites « j'adhère à la Cour pénale internationale », eh bien, vous engagez à soutenir, à déposer des plaintes ou à soutenir les plaintes qui sont déposées au nom des victimes, car je vous rappelle que la Cour pénale internationale, c'est pour défendre les victimes, ce n'est pas pour défendre les États, c'est pour défendre les personnes. Quand vous avez 450 victimes qui ont rempli et ont transmis à un avocat accrédité auprès de la Cour pénale internationale les dossiers, il est de devoir de l'avocat de déposer le dossier. Mais bien entendu, à partir du moment où l'État a signé, c'est-à-dire qu'il s'engage à collaborer à tous les niveaux de l'enquête, eh bien, il faut le feu vert de l'État. Et M. Mahmoud Abbas, non seulement ne donne pas le feu vert, mais par 2 fois, concernant les victimes de 2014 déjà, et également un appel de la société civile à propos de la question de Jérusalem, il y a maintenant plus de 6 mois, eh bien, a refusé de donner son appui. Et pourquoi ? Ça, il faudra lui demander. C'est pour ça que j'aimerais, au lieu de vous avoir, mon cher ami, je préfère avoir l'ambassadeur de Palestine en face de moi, de façon que l'on en parle franchement. Il ne viendra pas. Mais Nourdine Aoussat, cette attitude de l'autorité palestinienne, finalement, pourquoi ils ont créé l'État palestinien? Est-ce que ce n'est pas apporter de l'eau au moulin de gens qui tentent de les faire passer pour une vraie entité étatique, qui a des ambassades, qui a des protocoles, du luxe, des voitures avec des pavillons? Écoutez, il y a quelques années de ça, je crois qu'une douzaine d'années, où je ne sais pas, il y avait le journal Le Figaro qui avait accordé 2 pages d'interview à Shimon Peres. C'était juste au moment où l'autorité palestinienne est revenue à Ramallah. Et il a dit une phrase qui m'a marqué depuis ce jour-là, elle est restée gravée dans ma mémoire. Il a dit que maintenant, donc avant, ils étaient en exil, ils étaient des militants, ils avaient une cause qu'ils défendaient. Maintenant qu'ils sont rentrés à Ramallah, ils ont des postes, ils ont des portefeuilles, ils ont des maisons, ils ont des situations. Ils les ont domestiqués, en fait. Voilà, ils les ont domestiqués. Cette phrase-là, elle est dans cette fameuse interview. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un contact entre l'autorité palestinienne et les populations, si je peux utiliser ce terme très colonialiste, ou est-ce qu'il faut passer par le protocole Certainement. Moi, quand je suis arrivé, donc, puisqu'on a visité Ramallah, et j'ai eu aussi l'occasion de visiter l'église de la Nativité, donc, dont on se souvient à chaque fois, le 24 décembre, Arafat, je ne parlerai même pas de Abbas, mais je parle d'Arafat quand il assistait à la messe de minuit. Donc, on arrive à Ramallah. Sur la droite, on voit un immense bâtiment sur lequel est écrit « Markaz Beit As-Salam », le centre, la maison de la paix. Comme si, je ne sais pas, ils baignent dans la paix, qu'ils doivent théoriser, qu'ils doivent... Voilà, un immense... En Palestine occupée. Sur Ramallah, en face, il y a la commune, la ville de Beit Lahm, voilà, donc... Bethléem, voilà, donc... Écoutez, ça
ça montre, et je n'ai pas vu le reste, une population abandonnée à elle-même. Alors, et au sujet du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem en ce jour de la Nekba pour les uns et de la création de l'État d'Israël pour les autres, est-ce que ça ne va pas être un tournant dans l'histoire de ce malheureux pays? Un tournant peut-être pour nous sortir de l'ornière ou de je ne sais pas, l'angle derrière lequel se cachaient un peu les hypocrites que nous sommes. Ça veut dire là, ça va être plus franc. Voilà, c'est plus franc puisque là, dans la semaine, il y a le Guatemala et puis par la suite, il y a un autre pays qui va suivre par la suite. Donc, ils sont apparemment une vingtaine de pays qui sont prêts à emboîter le pas. Et Trump est en train de menacer quiconque ne le suivrait pas de graves sanctions. D'accord, ouais. Voilà. Sauf qu'on oublie aussi une chose, que le Congrès américain avait voté déjà en 1995. C'était Dole avec l'appui des républicains et de Netanyahou qui était dans l'opposition à l'époque, et l'AIPAC aux États-Unis qui avait voté, et c'est par la suite, après lui, comment il s'appelle déjà, donc le mari de l'ex-ministre des Affaires étrangères qui était président, le président qui est venu par la suite après 1995, il bloquait cette installation. Jusqu'à aujourd'hui, on retrouve un président qui est en phase avec Netanyahou et il pense que le moment est propice. Il faut dire aussi, vous avez posé tout à l'heure la question au professeur à propos de cette, je dirais, incapacité à ce qu'on discute, ce qu'on débatte sur ce sujet en France, mais c'est le cas aussi dans le monde arabe. C'est le cas dans le monde musulman, même d'une façon générale. Ça veut dire qu'ils ont la malchance, les Palestiniens, d'être arabes et d'être musulmans. Absolument. S'ils ne l'étaient pas, peut-être qu'ils n'en seraient pas là. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait de cet avis. Je rajouterai une chose, j'attendais cette occasion tout à l'heure. Donc, vous connaissez l'expression qui dit « on peut résister à 100 chars ». À l'invasion de 100 chars, mais on ne peut pas résister à l'invasion d'une idée. Hein. Les idées, elles sont plus redoutables, elles sont plus, je dirais, difficiles à... Les murs n'arrêtent pas les idées. Voilà, elles n'arrêtent pas les idées. Et aujourd'hui, il faut le dire que la propagande sioniste, elle est bien rodée, elle est bien réfléchie, elle est bien appuyée. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut opposer à cette propagande sioniste je dirais, un vocabulaire, une stratégie et surtout beaucoup de détermination parce qu'on est là devant quelque chose de juste. J'écoutais l'autre fois quelqu'un parler, l'esprit français, normalement, l'esprit français qui baigne dans ce triptyque liberté, égalité, fraternité, il ne peut être que du côté du Palestinien. Parce que c'est le Palestinien qui a besoin de cette liberté, et c'est le Palestinien qui a besoin de cette égalité, et c'est le Palestinien qui a besoin de cette fraternité. D'être libéré, tout simplement. C'est le dernier peuple colonisé de l'histoire. Bien entendu. Christophe Oberlin, sur cette question de Jérusalem, Al-Quds, capitale éternelle. Moi, je crois que ce que vous disiez est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner avec des moyens de ce genre et ni avec des bombes atomiques lorsqu'on a tort et qu'on a en face de soi une population éduquée et digne. Et donc, on ne peut pas gagner, hein, c'est impossible. La décision américaine, je dois dire que qui d'entre nous, il y a quelques années, aurait pu penser que les événements se dérouleraient comme ils le sont aujourd'hui. À chaque fois, c'est l'option du pire qui est prise. Cette décision de transfert de l'ambassade, c'est 100 fois pire que la promenade de M. Sharon sur l'esplanade des mosquées. Autrement dit, c'est quelque chose qui est capable de mettre non seulement le pays, mais la région et même peut-être plus à feu et à sang. Donc c'est une décision extrêmement grave. Alors on sait que par un hasard de circonstances, l'autorité qui est de l'autre côté de l'Atlantique n'est pas saine d'esprit. Bon, on le sait, des livres entiers ont été écrits sur la question, des associations de psychiatres ont pris part. Mais ce qui me mortifie, moi, en tant que Français, c'est de voir les plus hautes autorités françaises, qui d'ailleurs ont bénéficié d'une autre façon, mais d'un véritable
hold-up électoral, eh bien, aller se pavaner, si vous voulez, dans cette compagnie. Ceci est tout à fait honteux, c'est tout à fait indigne. Vous avez rappelé la liberté, l'égalité et la fraternité. Il a fallu que ce soit une fois de plus, et je dis ça avec beaucoup d'admiration pour nos amis belges, que ce soit un député européen belge qui rappelle à M. Macron ce que sont les libertés, l'égalité et la fraternité, et notamment à l'occasion de la loi Asile. Une loi Asile qui est remplie, pour faire très court, de dispositions où nous allons être retoqués à la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'un certain nombre de dispositions eh bien, ne cadrent pas avec les conventions de Genève que nous avons signées. Donc ce sentiment de honte un peu général est quelque chose qui nous affecte tous beaucoup. Mais le problème est, quand vous parlez d'institutions pénales internationales, on sait ce que c'est. Généralement, ça ne fait pas bouger une oreille. Non, ne dites pas ça. Généralement. Quand vous parlez que dans la région, il pourrait se passer des choses, d'une lame de fond qui pourrait se lever, nous connaissons très bien ce qu'est la capacité des Arabes. Quand ils bougent, généralement, c'est pour trahir encore plus les Palestiniens. Les musulmans, généralement, quand ils bougent, ou les extrêmes parmi eux, du moins, c'est pour se faire exploser au milieu des innocents. Sinon, on ne connaît pas d'histoire de musulmans qui se liguent ou qui s'unissent ou qui essayent de voler au secours de ce malheureux peuple livré à lui-même. Donc, permettez-moi, en ce qui me concerne, d'être très pessimiste. Non, mais je suis très pessimiste, dans l'immédiat, mais pas à long terme. Quand vous avez parlé de lame de fond, je n'ai pas parlé de lame de fond, j'ai dit que malheureusement, la décision qui a été prise et dont on voit l'aboutissement aujourd'hui peut créer une véritable catastrophe humaine, physique, dans cette région. Mais je ne crois pas que la guerre va régler le problème. J'avais cru une réaction quasi généralisée. Malheureusement, je ne crois pas que ça puisse régler. C'est pour ça que j'insiste sur la justice internationale. Il y a quand même un exemple qui existe aujourd'hui et sur lequel on n'insiste pas assez, à mon avis. Eh bien, la Cour pénale internationale, je vous parlais tout à l'heure de M. Abbas, qui refuse de soutenir sa population. Bon, figurez-vous que le statut de la Cour pénale internationale a prévu cette possibilité, puisque les statuts ont été élaborés pour protéger les victimes, même lorsque les dirigeants sont absents, en fuite, que sais-je. Et donc, il y a une possibilité, c'est l'autosaisine de la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, s'est auto-saisie à propos de la guerre en Afghanistan. On en a peu parlé, c'était à la fin de l'année dernière. Elle s'est autosaisie, c'est-à-dire qu'elle a demandé, comme c'est la règle, à la Cour, c'est-à-dire à des juges, la possibilité d'ouvrir une enquête. Et pour ça, elle a envoyé un dossier de 180 pages qui est disponible, que chacun peut lire, où sont enregistrés le nombre absolument colossal de crimes de guerre qui ont été commis en Afghanistan depuis 2002 et jusqu'aujourd'hui, et par toutes les parties, c'est-à-dire aussi bien par la coalition menée par les États-Unis que par les talibans. Et ceci inclut même les crimes de torture qui ont été accomplis chez nous, en Union européenne, par les Américains, etc. Donc ce dossier est un dossier absolument énorme, où une action judiciaire a été lancée par la Cour pénale. Alors vous allez me dire, ça met du temps. Ben oui, mais ce n'est pas simplement les crimes de 2002 qui vont être jugés, c'est tous les crimes de guerre depuis 2002 jusqu'aujourd'hui. Vous voyez ? Donc il faut bien reconnaître qu'il faut du temps pour faire ça. Mais il n'est pas du tout exclu que Fatou Bensouda ne s'auto-saisisse pas si M. Abbas, j'allais dire Netanyahou, ne s'en occupe pas. Nordin Aoussat, le mot de la fin. Oui, donc juste pour rappeler que c'était Clinton qui avait fait un décret pour l'arrêt du déménagement. Il a réussi à le faire ça et c'est comme ça que ça n'a pas été. Le mot de la fin, je dirais, c'est encore une fois le soutien total pour le peuple palestinien, pour ses droits et ses droits entiers, et de ne pas avoir peur, de ne pas céder à ce chantage à l'antisémitisme, notamment aujourd'hui. Et je tiens à le dire que je suis tout à fait indigné par la tribune qui a été signée par 30 imams et dans laquelle il disait qu'il ne faut pas importer au bien en France le conflit israélo-palestinien, et qui est je dirais, d'une stupidité et d'une hypocrisie
qui n'a aussi grande qu'une maison, ou voilà. Et alors que on sait qui importe ce problème en France, mais c'est pas seulement l'importer, mais exporter les jeunes Français et les jeunes Françaises pour participer à ce conflit. Merci Nordine Aoussat, merci Christophe Oberlin. Nous n'allons pas nous quitter tout de suite. Nous allons laisser le mot de la fin à Mahmoud Darwish, le poète à sa mère, mais en fait, tout le monde sait qu'à travers sa mère, c'est à la Palestine qu'il parle. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi, jour après jour, et je chéris ma vie, car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Fais de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe, et je serai peut-être un dieu si j'effleurai ton cœur. Si je rentre, enfuis-moi, bûche dans ton âtre, et suspends-moi, corde à linge, sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance, et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour au nid de ton attente, de ton attente, de ton attente, de ton attente. Ces photos que vous venez de voir ont été montées, réalisées et arrangées par Lotfi Ben Hassan. Merci à vous. Qawala khair, bislama.